Tout d'abord, bonjour Tanguy. Bonjour. Je dis bonjour à toutes les personnes qui nous regardent, ceux qui nous écoutent aussi sur Spotify ou toutes les plateformes d'écoute. Aujourd'hui, vous êtes bien sur Permis de réussir, le podcast produit et créé par Easy Paper. Je suis Arnold Sopo. Moi-même, je suis de Easy Paper. Ravi de vous recevoir au premier épisode de ce podcast qui va parler d'immigration et immigration en France, mais qui aura surtout pour objectif de changer le narratif de l'immigration en France et mettre en avant les profils d'immigrés en France. Pour ce premier épisode, nous avons décidé et trouvé important d'avoir un profil inspirant. En quelques mots, je me réduire, je vais essayer d'aller à l'essentiel parce qu'il y a tellement de chiffres que je peux donner sur notre invité. Mais Tanguy de Bangui, en quelques chiffres, c'est sur Spotify plus de 21 000 abonnés et personnes qui le suivent. C'est plus de 200 épisodes de son podcast sur Spotify, Kalimandjaro, dans lequel d'ailleurs je t'ai connu, moi, avec des invités très inspirants. Tanguy a créé Black Network en 2013, et donc juriste de profession, si je ne me trompe pas. C'est donc une plateforme qui, je pense, a pour but de donner aider la diaspora et même les personnes originaires afro-descendants de se développer financièrement, économiquement, et créer un réseau. Et c'est donc la raison pour laquelle nous avons trouvé important de t'avoir comme premier invité pour ce podcast. Donc tout d'abord, Tanguy, bienvenue sur le podcast. Merci d'avoir accepté l'invitation. Et merci à toi. Et comment est-ce que tu vas? Je vais très bien. Moi, je dis toujours, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, donc ça va. Ok, ça fait plaisir. Si tu vas bien, ça fait plaisir. Alors, pour toutes les personnes qui nous écoutent, et Tanguy, je te dis aussi à toi, le podcast va se diviser donc en 3 à 4 parties. Dans un premier temps, nous allons parler de ta découverte de la France. Ok. Comment est-ce que tu as découvert la France? Dans un second temps, nous allons parler de ton insertion en France. Comment est-ce que tu t'es implanté en France? Et on va finir par parler de ton insertion aussi professionnelle en France. Ensuite, parler des perspectives d'avenir. Et on aura une question de mystère à la fin. Ok. Donc, on rentre dans le vif du sujet. Tanguy, qu'est-ce qui, on va dire, t'emmène en France? C'est mes parents. Tes parents? Ce sont mes parents, oui. D'accord. Ce sont mes parents. Moi, je suis arrivé en France en 84, je pense. Ok. Fin 84. Donc, j'avais même pas 2 ans. D'accord. Vois. Et mon père était étudiant en Centrafrique. Il étudiait le droit. Et une fois qu'il a fini sa licence, eh bien, il ne pouvait pas terminer la licence, enfin faire la maîtrise à Bangui. Et il y avait des partenariats entre l'université de Bangui et l'université d'Orléans. D'accord. Et c'est comme ça qu'il est venu, lui en 82 d'abord. D'accord. Et qu'après, ma mère et moi, mes frères et moi, on l'a rejoint. D'accord. Est-ce que tu te rappelles de... Donc c'est en 82 le départ? Pour lui, oui. Pour Nous, lui. on est parti un peu plus tard. Ouais. D'accord. Est-ce que tu as des souvenirs du départ? Ça se passe Non, bien? j'ai pas de souvenirs. Non. J'étais bébé. Bébé, ok. Tu vois, je pense que je marchais à peine, Ouais. je parlais à peine. Donc j'étais vraiment tout petit. J'ai pas de souvenirs de cette période-là. Je pense que j'ai pas de souvenirs conscients. Conscient, Voilà. d'accord. Mais en rentrant en Centrafrique en 2006, je pense que j'avais des souvenirs inconscients. D'accord. Parce que la connexion que j'ai sentie avec mon pays, donc je dis toujours, c'est le pays où mon placenta est enterré, tu vois. Intéressant. Donc forcément, quand je suis arrivé, j'ai voulu enlever mes chaussures, marcher sur le sol rouge, la poussière, la chaleur. J'ai l'impression qu'il y avait une connexion particulière avec ce pays qui m'a vu naître. Les odeurs, les sons, les bruits. J'avais l'impression de me souvenir de quelque chose. Intéressant, Mais pour moi, c'est inconscient. Et qu'est-ce que tu dirais je sais pas, quand tu rentres en Centrafrique, parce que finalement, est-ce que tu as trouvé est-ce qu'il y a eu un choc culturel entre la Centrafrique et la France? Est-ce que tu as vu des différences dans la façon d'être? Oui, forcément. Tout récemment, je regardais une émission où il disait que la République centrafricaine est le 2e pays le plus pauvre au monde. Je ne sais pas si tu imagines. Alors, je ne sais pas si cette stat est vraie, mais ça montre le niveau de pauvreté quand même. Et donc, derrière la pauvreté, c'est des infrastructures qu'on n'a pas en termes de routes, très peu d'infrastructures, de lumière, d'Internet. Même tu sens qu'il n'y a pas beaucoup d'argent dans le pays, ça se voit. Quand tu te promènes dans le pays, tu t'en rends compte. Clairement. Ouais. Donc ça, c'est une différence quand même qui est flagrante. Avec la France où tu as de l'électricité partout, tu branches ton téléphone,
il y a du jus qui sort, clairement, tu vois. exactement. En Centrafrique, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est ce qui fait la beauté du pays aussi. Exactement. Est-ce que, parce que tu étais donc en France, finalement, on va dire, tu es un enfant de la France parce que tu es venu assez tôt finalement. Hein. Parce que comment tu te considères? Plus comme enfant d'immigré, immigré toi-même? Moi, je suis immigré, oui. Factuellement. Factuellement, ok. Maintenant, c'est vrai que j'ai fait toutes mes classes ici, j'ai tout appris ici, mais politiquement, je dirais, je cite toujours cette phrase de Strauss-Kahn qui dit « Partout où un juif se trouve, il doit travailler pour l'État d'Israël. » Et donc, moi, je me sens comme un Africain qui vit en France. Oh, c'est bien dit, ça. C'est bien dit. Et du coup, quelle est ta première expérience avec l'administration française? Est-ce que tu as un souvenir? Première fois, tu vas à la préfecture? Non, moi, franchement, tu vois, j'ai eu la nationalité parce que quand mes parents sont nés, la Centrafrique était encore française. Donc, mon père, qui connaît bien le droit, a mis en place a bénéficié d'une procédure de réintégration. Donc, il est devenu français par la réintégration parce que lorsqu'il est né, la Centrafrique était encore française, donc il est redevenu français presque, tu vois. Donc, ça veut dire que moi, je suis devenu français assez jeune, finalement. D'accord. Le seul souvenir que j'ai véritablement du rapport avec l'ambassade et autres, plus jeune, c'est quand mes parents se sont mariés et on ne s'est pas mariés, ils ne sont pas mariés à la mairie. Tu vois, nous, on habitait à Orléans, donc ils sont venus ici, à Paris, à l'ambassade pour se marier. Je ne comprenais pas pourquoi. Je dis, bah, attends, pourquoi on ne se marie pas à la mairie comme tout le monde? Et nous, c'était en 92, donc j'avais déjà 9 ans. Et c'est là que j'ai vu qu'on avait un statut différent. Mais après, pour tout ce qui est de la vie quotidienne, en fait, je suis devenu français quelques années plus tard et donc je n'ai pas vraiment ressenti ce que mes cousins ressentent. Tu vois, j'ai vu ça plus âgé avec mes cousins qui sont venus après moi du pays ou qui n'ont pas eu cette nationalité et que je les accompagnais à la préfecture pour qu'ils fassent la queue, tu sais, à 3h du matin, à 4h du matin. Écoute. Qu'ils fassent la queue pour renouveler leur titre de séjour. Et puis moi-même, en tant que juriste, après, j'ai eu à travailler aussi sur des sujets comme cela. Donc, c'est après que j'ai découvert. D'accord. C'est intéressant, tu viens de toucher sur un point sur lequel j'allais aller justement, parce que j'ai dit en introduction que effectivement, tu as une profession de juriste à la base. Quelles études est-ce que tu as fait? C'est quoi ton parcours académique? Moi, je suis juriste, en tout cas de formation. Aujourd'hui, je ne peux plus dire que je suis juriste parce que maintenant, mon travail à 100%, c'est Black Network. Mais de formation, j'ai fait un bac littéraire. D'accord. Et après, j'ai enchaîné avec... alors qu'à la base, je voulais vendre des téléphones. Moi, c'était mon rêve. Ah bon? Ouais, c'était vraiment ça. Je ne sais pas pourquoi. Mais ayant raté mon bac, je me suis dit, bon, je ne vais pas me contenter de faire un BTS. Je vais faire mieux que juste un BTS. Et... je me suis orienté vers le droit. Donc, j'ai fait une fac de droit. Je suis allé jusqu'en Master 2. Donc, j'ai un Master 2 en droit de la santé. Et après, j'ai commencé une thèse de doctorat que je n'ai pas terminée pour m'orienter dans le monde professionnel. Ok, très intéressant. Et est-ce que, justement, par rapport au monde professionnel, quel est ton premier job, Est-ce que tu te rappelles de ton premier... La première fois que j'ai travaillé... Première fois où tu as travaillé, le processus, vraiment le processus de A à Z, comment tu postules, comment tu fais le CV, la motivation, tout ça. Alors, quand tu parles de travail, tu ne parles pas forcément du job de juriste, parce que moi, j'ai travaillé longtemps avant, tu vois. Ok. Je crois que la toute première fois que je travaille, c'est... je crois que je suis déménageur, je pense. Waouh. Ouais, déménageur en job d'été. En job d'été. Voilà, je devais avoir 17 ans. Ça se passe comment? Mais c'est le réseau. C'est pour ça que moi, je parle beaucoup du réseau. Et quand tu viens en Occident, ta force, c'est ton réseau. Les gens que tu connais et les opportunités qu'elles peuvent t'apporter. Et moi, en l'occurrence, c'est mon grand frère qui avait un de ses potes qui travaillait là-bas pendant l'été en tant que déménageur. Et je me souviens, on gagnait 50 € par jour. Mais à l'époque, ça nous paraissait beaucoup, tu vois. Et c'était 50 €, mais c'était en francs, donc c'était plus. Mais c'était l'équivalent de 50 € par jour. Okay. Et c'est le réseau qui m'a permis d'avoir ce job. Donc, mon frère, lui, trouve le job. Et quand il trouve le job, forcément, il fait rentrer tous les autres derrière lui. La première année, je ne peux pas y aller parce que j'étais trop jeune. L'été d'après, voilà, j'y vais avec eux.
avec mes autres frères, mon autre frère, Okay. et là même des cousins, tout ça, tous, on fait rentrer tout le monde. Ouais. Et c'est un peu notre organisation à nous, je pense, de la diaspora, cette solidarité qui fait que quand on va quelque part, on appelle tous les autres et venez avec moi. Okay, mais c'était cool parce que c'était un peu notre... pour les vacances, on n'avait pas d'argent. Ouais. Donc, il fallait tous qu'on travaille. Mais tous, on allait ensemble au déménagement. On se levait à peut-être 5 heures du matin pour aller sur les chantiers à 8 heures et travailler tous ensemble dans la joie et la bonne humeur. Intéressant, ça. Qu'est-ce que ça t'a appris, ça? Déjà, ça m'a appris qu'il faut aller à l'école. Ouais, c'est ça, hein. Les jobs d'été t'apprennent qu'il faut aller à l'école parce que quand je voyais des gens qui avaient la quarantaine, la cinquantaine, la soixantaine et qui étaient là, et ça, c'était leur quotidien. Nous, on venait pendant l'été, après, on retournait à l'école. Ouais. Mais eux, c'était leur quotidien. Et quand je voyais ça, je me disais, moi, je veux pas que ça, ce soit mon quotidien. Donc, il faut que je travaille à l'école, vraiment. Et donc, ça m'a mis un peu du plomb dans la cervelle à ce niveau-là. Après, ça m'a montré aussi que gagner de l'argent, c'est pas facile. Tu vois, c'est pas facile. Vraiment, on suait, quoi. Alors qu'on avait des potes qui avaient eux, ils avaient un autre réseau, donc ils allaient peut-être dans les administrations, ils triaient des papiers pendant toute la journée. Ouais. Nous, on faisait pas ça. Nous, on charbonnait véritablement. On travaillait le muscle. Voilà, tu vois, la canicule en 2003, moi, je me souviens très bien. J'étais en train de porter des cartons, tu vois. Dans les petits escaliers parisiens, là, on a souffert pour avoir l'argent. Intéressant. Vraiment. Et du coup, après, tu rentres donc, tu fais tes études, tu sors c'est une fac de droit? Une fac de droit, exactement. Ok. Et ton premier emploi en tant que juriste, comment ça se passe? Le vrai emploi, c'est justement Pôle emploi. Hein. Pôle emploi. La fin des études. J'étais inscrit donc en doctorat. Okay. Mais en doctorat, tu as la possibilité soit d'être financé pour faire ta thèse. Et moi, je n'avais pas obtenu de financement pour faire ma thèse. Donc, le sujet, c'était il faut que je trouve de l'argent. On était en 2010. Je devais me marier. Enfin, bon, voilà, la vraie vie allait commencer. Et j'ai postulé à une annonce. D'accord. Franchement, je vais dire que je n'ai pas eu de difficulté. Mais après, je n'ai pas eu de difficulté aussi parce que ce n'était pas un travail prestigieux. C'était un petit job de juriste à temps partiel. Notre métier à l'époque, c'était de répondre au téléphone et de répondre aux questions juridiques. Donc, les gens nous appelaient sur une ligne dédiée et je travaillais pour un lobby qui fait de la défense des droits des malades. Et nous, on nous appelait en nous disant, voilà, j'ai tel problème juridique et nous, on devait les renseigner sur ces problèmes juridiques-là. Et donc, il n'y avait pas d'enjeu terrible. C'était 2 après-midi par semaine ou quelque chose comme ça. Mais c'est vraiment ça qui m'a mis les pieds dans le monde juridique. Et de là, comme je suis quelqu'un quand même d'assez sociable, bah, j'ai réussi à avoir d'autres opportunités, donner des cours, d'être juriste aussi dans des juridictions, être rapporteur dans une commission. Donc j'avais eu plein d'opportunités comme ça, mais grâce à ce petit travail-là qui à la base n'était pas forcément le plus valorisant, j'imagine. Okay. D'ailleurs, on va parler justement de tes réalisations professionnelles parce que tu crées Black Network. Ouais. Et moi, j'ai tellement de questions par rapport à ça. En fait, Black Network, déjà, pourquoi Black Network? Pourquoi un terme anglo-saxon en France? Qu'est-ce que ça signifie? J'ai rapidement parlé de ça en introduction, mais c'est quoi l'idée derrière? Pourquoi tu crées ça? Et tu quittes quoi pour passer à Black Network? Finalement, tu travailles toujours, tu te payes toi-même, tu as un patron. Ça se passe comment? Tout a changé. Mais à l'origine, si tu veux, nous, on est arrivés en France. Et ce que nous disaient nos parents, c'était vous devez avoir le meilleur niveau de formation possible. Et quand vous aurez le meilleur niveau de formation possible, vous accéderez au meilleur job possible. Ça, c'était la promesse. Et moi, on m'a toujours dit que l'école t'ouvrait les portes. Et c'est vrai. Moi, mon père vient d'un petit village dans le nord du Congo. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau courante. Tu vois, jusqu'aujourd'hui. Mais grâce à la solidarité familiale, donc le petit frère de sa mère l'a pris quand il a réussi ses études à la douane et il l'a ramené à la capitale. Et donc, à la capitale, il l'a élevé, il l'a aidé à grandir. Et c'est lui qui l'a mis à l'école et l'a aidé ensuite à devenir ce qu'il est devenu. Et donc, comme mon père lui-même a fini ses études, il a pu devenir avocat et lui-même, il a pris les enfants de cet oncle-là
pour les amener en France et les aider aussi. Tu vois, la solidarité, comment elle s'organise chez nous, c'était très fort. Mais donc, venant de ce petit pays-là, où il n'y a pas d'électricité, où il n'y a pas d'eau courante, c'est en tout cas ce petit village particulièrement, eh bien, aujourd'hui, il s'en sort avec sa position d'avocat. Tu vois, aujourd'hui, mon père est avocat. Et c'est les études qui lui ont permis ça. Sans études, mais il serait resté encore peut-être dans ce village ou peut-être en train de galérer à Bangui, tu vois. Et donc, nous, voyons ça, on s'est toujours dit, mais c'est les études, le secret. Seulement, quand tu fais les études en France, tu te rends compte que c'est pas aussi simple. Il suffit pas d'avoir un bac plus 5 et ça y est, toutes les portes sont ouvertes, tu gagnes suffisamment d'argent pour être à l'aise. Ça, j'ai quand même déchanté là-dessus. C'est d'autant plus que au début, donc, quand moi j'étais petit, mon père était encore étudiant et c'est vers 94 qu'il a fini ses études. Donc moi, j'avais déjà 10-11 ans. Et le temps que vraiment il s'installe et qu'il commence à gagner de l'argent, je crois que nous, on a quitté la cité en 98, tu vois. Et donc, on est arrivé à Versailles. Je ne sais pas si tu imagines, petite cité à Orléans, les quartiers que tout le monde connaît, et on arrive à Versailles, en tout cas dans une petite banlieue versaillaise. Et quand je voyais les Versaillais évoluer, je me disais, mais tiens, mais eux, là, quand même, on n'a pas les mêmes réalités. Même si moi, c'est vrai, si je veux devenir avocat, bon, j'ai quand même quelques pistes. Mais quand je regarde de manière un peu systémique, non. Les gens autour de moi, ils n'ont pas d'accès au stage, ils n'ont pas d'accès au travail, ils n'ont pas les facilités que peuvent avoir les gens que je voyais, les Versaillais que je voyais. Et je me suis toujours dit, mais ça, ça relevait aussi de l'intuition, comment font les autres? Je voyais mes copains vietnamiens, une fois qu'ils grandissaient, ils rentraient dans leur communauté. Je voyais mes copains israéliens, même chose. Mes copains marocains. Tu vois, je voyais tous les gens, les Turcs, s'organiser. Je me disais, mais qu'est-ce qui nous manque à nous? Pourquoi est-ce que nous, on vient, on grandit, mais une fois qu'il faut s'insérer professionnellement, on n'a pas ces connexions-là pour pouvoir aller chez quelqu'un et trouver le réseau qui va t'aider à te développer professionnellement. Et je me suis toujours dit, donc il faut trouver une solution. Et en 2011, quand on s'est posé avec des potes, on s'est dit, bon, il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on œuvre, quoi. On était là, 4 potes, on dit, il faut qu'on œuvre pour la communauté, il faut qu'on trouve quelque chose. Et moi, j'avais toujours en tête ce truc de dire, il faut un annuaire professionnel où chacun va dire, moi, je suis avocat, moi, je suis expert comptable, moi, je suis plombier, moi, je suis électricien. Et on va s'entraider pour trouver du travail, pour développer nos business. C'est ça l'idée de base. Et donc, c'est comme ça qu'en 2011, on dit, on va créer Black Network. Comment? On va faire un réseau noir. Réseau noir, ouais, bof. Comment on dit en anglais? Black Network. Ah, la formule est belle. Ça passe mieux. Voilà. En anglo-saxon, c'est pour ça. Ça passe mieux. En marketing, c'est important d'avoir des bons noms, en tout cas des noms qui claquent. Clairement. Et là, en l'occurrence, le nom était fluide et donc on s'est dit, voilà ce qu'on va faire. D'accord. Tu vois. Et c'est ça le début, le point de départ. C'est ça le point de départ. Et quelles sont les difficultés pour créer ça? Parce que finalement, on est en France, Black Network, qui est des Noirs qui sont trades, que des Noirs. Ouais. Qu'est-ce que tu réponds finalement à ça? Parce qu'en fait, on se dit quoi? On se dit, on s'entraide, c'est vrai, mais est-ce que c'est pas communautaire? Oui, et pour te dire la vérité, au début, on était un groupe caché, tellement on avait peur de ça, de ce que tu décris là. Okay. Pour autant, dans mon fort intérieur, je me disais, qu'est-ce qu'on fait de mal? Nous, on s'entraide juste. On est un réseau de solidarité et d'affaires. Et ce que je voyais autour de moi, c'est les Versaillais s'entraidaient entre eux, tu vois. Les gens qui sortaient de grandes écoles s'entraidaient entre eux. Les Turcs que je voyais s'entraidaient entre eux. Et même maintenant, avec le recul, je vois même que les Auvergnats s'entraident pour ouvrir des bars, les Bretons s'entraident. Je me suis dit, bon, c'est comme, en fait, de manière assez pragmatique, c'est comme ça que le monde fonctionne. Et l'erreur qu'on fait parfois, en tant qu'immigré, c'est de ne pas voir le monde tel qu'il est. En tout cas, le pays dans lequel on est tel qu'il est. Et moi, j'aime beaucoup ces gens-là qui sont très pragmatiques. Ils disent, c'est comme ça que ça marche. Donc, on va faire comme ça parce que c'est comme ça que ça marche. Donc, faisons que ça marche, c'est tout. Et donc, voyons que c'est comme ça que ça marche. Je me suis dit, on va rester un peu discret, mais on va faire ce qu'on a à faire pour que ça marche. Donc, c'est comme ça qu'on a créé cet annuaire-là. Après, on a créé des événements pour faire en sorte que les gens qui sont dans l'annuaire se rencontrent. Donc, c'est comme ça qu'on a créé ce qu'on appelle les clés de la réussite. Et on faisait venir des grands frères qui avaient réussi dans leur domaine. Donc, des médecins, des avocats, des entrepreneurs, et qui venaient nous expliquer comment est-ce qu'eux, ils ont réussi à s'insérer professionnellement, à se développer économiquement. Et après, nous, on prenait ces clés-là pour réussir dans nos activités. Et ça nous permettait ensuite, nous-mêmes, de nous rencontrer, de nous connaître,
pour favoriser ensuite ces liens d'affaires et qu'on n'ait pas de difficulté à se solliciter les uns les autres quand il y a eu un besoin, quand il y avait un besoin. D'accord. C'est ça. Super passionnant. En fait, finalement, c'est quelque chose qui a aidé plus qu'autre chose, en fait. Exactement. C'est super intéressant. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais que c'est quoi ta plus grande réussite en France? La plus grande réussite en France, je pense que c'est ça, hein, Black Network, parce que, en fait, ce qui nous intéresse surtout, c'est d'avoir un impact. Tu vois. C'est-à-dire de ne pas être passé sur cette terre et d'être venu juste et d'avoir disparu, quoi, sans avoir apporté quelque chose. En 2011, quand on a lancé ça, on n'était pas dans... Il n'y avait pas beaucoup de je consomme africain, de marché Ubuntu, tous ces dispositifs-là qui favorisent l'entrepreneuriat dans la communauté. Je ne dis pas que c'est nous qui les avons fait naître, absolument pas. Mais je pense qu'on a apporté notre petite pierre. Que certains, quand ils ont vu ce qu'on faisait, mais se sont dit, ah, c'est possible. On reçoit des gens comme Harry Roselmack et qui viennent et de manière très désintéressée, mais aussi qui ont la volonté que la diaspora africaine se développe et afrodescendante, pardon, se développe, eh bien, qui viennent et qui vont nous donner du temps pour nous partager eux aussi leur clé de la réussite. Et quand les gens ont vu ça, ils se sont dit, mais en fait, c'est possible. Et surtout, c'est pas contre, tu vois. Il y a un rappeur qui dit, l'amour des siens, c'est pas la haine des autres. Nous, on n'est pas contre qui que ce soit, on est pour aider. Et si vous aussi, vous voulez aider, ben venez, on y va ensemble. Mais c'est parce qu'on a constaté que les immigrés, même si on va dans une bonne direction, je pense que dans l'échelle sociale en France, malheureusement, les immigrés d'Afrique subsaharienne, mais aussi d'Afrique au sens large, ne sont pas les mieux lotis. Vraiment. Je me rends compte souvent, là, je bossais juste à côté à l'Assemblée nationale, enfin pas très loin à côté de l'Assemblée nationale, et je voyais, quand nous, on arrivait au boulot le matin, mais on voyait les mamans qui, elles, se sortaient. Elles avaient fait le ménage avant que nous, on arrive, et elles sortaient pour retourner dans leur banlieue. Et le soir, quand on repartait, elles revenaient. T'imagines un peu la vie. Et ça, là, les mamans, là, majoritairement, 80%, c'était des Africains et d'Afrique subsaharienne. Donc, on est quand même très représentés dans des métiers qui sont difficiles, dans des métiers qui sont qui coûtent d'un point de vue de la santé, qui coûtent d'un point de vue familial. Quand tu te lèves à 5 h du matin pour aller nettoyer et que tu reviens à 18 h pour aller nettoyer, qui s'occupe de tes enfants pour les emmener à l'école? Qui s'occupe de tes enfants après l'école? Ça, on ne le voit pas. Et sur les chantiers, c'est la même chose. Donc, on est très représentés quand même dans ces métiers-là. Et notre but, c'est de faire en sorte que ce soit l'enfant d'éboueur ou l'enfant d'avocat, eh bien, quand il cherche à s'insérer professionnellement, il ait aussi déjà des repères, des rôles modèles, c'est le but du podcast, mais aussi qu'il ait des gens chez qui il peut cogner en disant, voilà, moi je cherche un stage. Tous les jours, je reçois des messages. Je cherche un stage pour mon fils, pour mon frère, pour ceci. Est-ce que tu peux m'aider? Et nous, on a un réseau d'entrepreneurs et on donne des clés et on essaie de débloquer ces situations-là. Donc ça, c'est un peu ma fierté d'avoir contribué. Contribué à ça. Eh bien, tu as bien raison. Et aujourd'hui, on voit des sujets tout le temps. Tout le monde parle d'immigration. À la télé, on parle d'immigration, immigré, tout ça. Est-ce que toi, tu as un conseil sur ça? Est-ce que tu as un conseil à donner peut-être à l'immigré qui allume la télé et on parle que d'immigration? Oh, ils ont encore fait ça. Oh, les immigrés. Oh, est-ce que tu as un conseil pour l'immigré qui est en France et qui voit ça? Ou alors, est-ce que tu as un conseil pour le français qui ne s'y connaît pas forcément sur ce sujet-là et qui allume sa télé et qui regarde ça et qui voit ça aussi En fait, déjà, je parlerai dans un premier temps à l'immigré d'Afrique particulièrement, et, en rappelant notre mission, tu vois. Comme je te disais, mes oncles, et je l'ai vu surtout quand je suis retourné à Bangui en 2006, où nous, tu vois, on a quand même eu une période de notre vie où on se perdait dans les petites histoires de délinquance, la fumette, sortir, toutes ces choses-là. Et mes oncles m'ont dit, mais tu vois, ton père, là, il travaille. Il est allé en France pour accomplir sa mission, pour travailler et être utile au continent. Et quand je suis arrivé là-bas, je voyais beaucoup de gens qui disaient, tu sais, la layette de mon enfant, c'est ton père qui a payé. Tu vois, mes études, c'est ton père qui a payé. Et je me suis dit, ah, donc c'est ça que lui, il fait. Quand nous, on est en train de se perdre là, à gauche, à droite, lui, il est là, il sacrifie son temps pour être utile au continent. Et pas, lui, c'était pas pour s'acheter des belles voitures ou pour s'acheter des Weston. Non, c'était vraiment pour être utile. Et ce jour-là,
c'est comme si j'avais dans ma tête quelque chose qui s'est débloqué. C'est là que j'ai compris, tu vois, qu'est né véritablement Tanguy de Bangui, quoi. Ouais. Avant, j'étais Tanguy. Maintenant, je suis devenu Tanguy de Bangui. Et donc, depuis ce jour-là, je dis à qui veut l'entendre, quelle est notre mission en France? Notre mission en France, pour moi, c'est pas d'être venu pour s'acheter les plus beaux vêtements, c'est pas pour faire les 35 heures, c'est pas pour aller en vacances, à chaque vacances, aller au ski, aller... Non, nous, on est venu pour travailler. Tant qu'on n'aura pas atteint un certain niveau de développement communautaire où on pourra se retourner en disant, voilà, on n'a plus des enfants qui ont des difficultés d'insertion professionnelle, qui vivent dans des maisons avec des cafards, avec de l'humidité partout. Tant qu'on n'aura plus ces cités là où on est surreprésenté, bah, tant qu'on n'aura pas ça là, il faut qu'on travaille. Comme les Chinois travaillent, tu vois. Il faut qu'on travaille ensemble, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, qu'on travaille. Qu'on se concentre sur faire notre travail le mieux qu'on peut, de le faire de manière acharnée, de ne pas dépenser notre argent n'importe comment, garder de l'épargne pour être utile au continent et pour préparer la réussite des générations d'après. Et vraiment, comme font les Chinois, tu vois, je ne sais pas que je les prenne pour un exemple absolu, mais j'ai l'impression que les Chinois, ils n'entendent pas beaucoup parler. Mais Dieu qu'ils travaillent, vraiment. Et qu'ils travaillent de manière organisée et de manière intensive. Et tu vois leurs enfants... Là, j'écoute pas mal de podcasts et ils expliquent un peu comment ils s'organisent pour faire en sorte que les enfants travaillent dans leur business, mais aussi après étudient à côté. Peu de temps pour les loisirs. Nous, on aime trop ça, tu vois. Peu de temps pour les loisirs. Vraiment une vie dedicated à la réussite, dedicated à l'effort. Et j'aimerais qu'on comprenne que notre mission en Occident, parce que pour moi, c'est pas qu'en France, mais en Occident, c'est ça. C'est pour ça qu'on a quitté le pays. Si c'était pour chiller, on aurait pu rester. Franchement, on aurait bien chillé, on aurait mangé bien, mangé bio. Mais si on nous a envoyés ici, là, c'est que pour ça. Clairement. Voilà, ça c'est mon message. Tu dirais ça à l'immigré, mais qu'est-ce que tu dirais du coup aux Français qui ne s'y connaissent pas forcément sur le sujet de l'immigration et qui... Je pense que les Français gagneraient à comprendre le mode de vie de l'immigré. Parce que si je parle de l'immigré africain, principalement pour ceux que je connais, nous, on a ce mode de vie qui est très solidaire et très communautaire, mais pas communautaire au sens de que pour nous, mais on vit de manière entourée, tu vois, et pas dans l'individualisme. Et c'est ce qui fait notre force, je pense. Ceux qui me suivent savent que je parle beaucoup d'Ubuntu, je suis parce que nous sommes, mais parce que derrière ce mot-là, il y a une réalité. On vit en communauté, on ne fait pas les mariages tout seul. Quand on se marie, on est très nombreux dans nos mariages, mais parce qu'on vit tous ensemble. On ne pleure pas nos morts tout seul. La dernière fois, j'ai eu un mort chez moi, une place mortuaire pendant des semaines et des semaines. Mes enfants, ils ne comprenaient pas. Ils disaient, mais les gens ne vont pas rentrer chez eux. J'aurais dit, non, chez nous, quand quelqu'un meurt, on pleure tous ensemble. Et puis, ça fait même que finalement, on ne pleure plus. Parce qu'on est là, on rigole, on se soutient. Et donc, ce mode de vie-là, je pense qu'il aurait beaucoup à apporter aussi à l'Occident, qui, à mon avis, a oublié ça. Je pense qu'à une époque, il y avait ce mode de vie communautaire, mais qu'un jour... Quand la sécurité sociale est venue, on a délégué tout ça à l'État et tout le monde est devenu individualiste. Et les droits sont devenus juste les droits de l'homme. Alors que si tu prends la charte du Mandé, c'est le droit des hommes. On pense l'homme en tant que communauté et jamais isolé. Et ça, je pense que si le Français voyait ça, il verrait des ressources qui peuvent le sauver lui aussi. Et je te donne cet exemple-là. Mais encore plus si tu prends le rapport qu'on a avec la nature. Tu vois, aujourd'hui, on parle d'écologie. Mais si tu vis en symbiose avec ta nature, tu vois, en spiritualité, une spiritualité qui respecte la nature, tu n'es pas en train de détruire la nature parce que tu es conscient de la vie qu'il y a dedans. Donc, je pense que si le Français voyait ça, il verrait la richesse de ce qu'on apporte en tant que force de travail, en tant que développement communautaire et aussi dans nos valeurs spirituelles qui sont fortes. Mais ça demande aussi à un moment de prendre du recul et d'analyser au-delà de la vue courte qu'on peut avoir, quoi. On s'achemine vers la fin. La question elle est un peu rhétorique, mais finalement tu dirais que l'immigration, c'est une chose positive pour la France ou pas? Oui, je pense que c'est positif. Je demande même si ce n'est pas plus positif pour la France que pour l'Afrique. Mais forcément, c'est positif parce que pour peu que les gens soient bien accompagnés dans leur insertion professionnelle, pour peu qu'on ne leur mette pas des bâtons dans les roues et qu'on n'essaie pas qu'on n'ait pas des pratiques racistes, mais l'immigré,
vient pour travailler. Et quand il travaille, bien sûr, lui, il en tire le fruit. Bien sûr, il utilise aussi le fruit pour aider son pays d'origine. Mais quand on est ici, on paye des impôts. Quand on est ici, on vit, on consomme au quotidien. Et même, on s'imprègne de la culture. Tout à l'heure, on parlait de Duplex Cam Gang, de Studeli, en off. Et lui-même, il a tout un plaidoyer là-dessus, sur la richesse que l'étudiant étranger apporte au pays dans lequel il est. Pour moi, c'est une richesse, et c'est très bénéfique pour tout le monde. C'est une richesse pour la personne elle-même, pour son pays d'accueil et pour son pays d'origine. Zia Tanguy, je vais te remercier, mais avant de conclure, vraiment merci pour ton temps. Merci pour ton temps et pour tes mots très, très, très sages. Dans l'émission, nous allons avoir toujours la dernière question qui sera un peu, on va appeler la question mystère. C'est la question qui va un peu décrire ton parcours. Quel qualificatif donnerais-tu à ton parcours en France s'il y avait un titre d'un film, Tanguy à Bangui, bientôt au cinéma, quel qualificatif donnerais-tu à ça? Ah, c'est une bonne question. Celui que j'aimerais que l'on donne, c'est celui de la résilience. Vraiment. Si on devait le dire en un mot. En tout cas, j'aimerais que ce soit ça. Parce que, inévitablement, des difficultés, on va en avoir. Moi, aujourd'hui, j'ai 40 ans et je pense que j'ai eu au moins 3 ou 4 vies, que ce soit celui de l'enfant, celui du jeune un peu perdu, de celui qui s'est découvert en tant que Tanguy de Bangui, et après celui qui a coupé, parce qu'aujourd'hui, je ne suis plus juriste, j'ai quitté, et je suis à 100% dans Black Network, tu vois, avec un autre mindset d'entrepreneur. Donc, c'est encore une nouvelle transformation. À chaque fois, j'ai l'impression de faire les transformations de Sangoku, là, tu vois. Mais dedans, il y a des échecs, parfois aussi, qui t'empêchent de réussir, qui se dressent dans ton parcours de réussite. Mais moi, mon objectif, c'est de réaliser quelque chose de grand. Mais pour réaliser quelque chose de grand, il faut absolument se relever face à toutes les difficultés qui se sont dressées et qui nous mettent à terre parfois. Donc, j'aimerais qu'on se dise, lui, là, c'est la résilience. Résilience, c'est fort. Sur ces mots, on va vous quitter, on va vous laisser. Tanguy, merci encore beaucoup. Mais je t'en prie. Merci d'avoir été le premier invité du podcast Permis de réussir. Ce podcast est produit et réalisé par Easy Paper, Arnold Sopo. Je vais vous demander de vous abonner à notre page YouTube pour ceux qui regardent sur YouTube. Et abonnez-vous et cliquez sur j'aime, évidemment. On va vous créer des épisodes comme ça encore beaucoup. Et merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode, Tanguy, une fois de plus. Merci beaucoup. Merci à toi, Arnold. Merci à Easy Paper. Et merci à Easy Paper. Au revoir. Au revoir. Merci à tous.